Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Sans détour, nouvelle formule post-confinement. Si vous nous suivez chaque jour, chaque semaine, vous avez découvert cette nouvelle émission. On n'est pas dans ma voiture donc et on remonte le temps, on revoit nos invités de l'année ou de l'année dernière et avec eux on discute sur leur vie et sur la manière dont ils ont vécu ces dernières semaines bien bouleversantes, voire bien agitées pour certains. Deux invités pour cette émission aujourd'hui. Daniel Lédin, le président de la Chambre des métiers. Entre autres, il était avec nous étions du côté de Sallertaine il y a quelques semaines. Et puis Frédéric Rabault, le directeur de l'UDAF, l'Union départementale des associations familiales. Avec eux, nous allons échanger. Tout de suite, on commence avec Daniel. Bonjour Daniel, comment ça va ? Bonjour. Ça va pas mal ? Très bien. C'est très vrai, bien. très très bien. J'imagine que tu en as vu de toutes les couleurs là, depuis 2 mois, sur toutes les casquettes qui sont les tiennes, puisque tu as arrêté la fédération de la boulangerie, on part en confinement. Toi, tu as des campings. On en a assez peu parlé dans l'émission. Et puis la situation fait que tu dois pas être à la fête. Je ne suis pas le seul à avoir vécu une période particulière. Hein. Oui. Nous tous, on a vécu une période improbable oui, bien sûr. Et très particulière. Ouais. Bien évidemment que notre rythme de travail a changé. Hein. Pour l'artisanat, pour la chambre de métier, ce qui m'a occupé la grande partie de mon temps, nous sommes passés sur des visio-réunions nombreuses, parce qu'il a fallu s'occuper de l'artisanat, et en particulier des entreprises qui ont fermé, qu'on a obligé à fermer. Et ça a été très très dur pour certaines d'entre elles, et ça l'est encore. Et puis d'autres à qui on a demandé de continuer de travailler en appliquant des mesures barrières dont elles n'avaient pas les outils. Ouais. Donc ça a été une période très très compliquée. On se sent investi d'autant plus d'une mission quand on est président dans ces cas-là. On se dit, il faut que j'y aille là. Complètement, tu as raison. Moi, je me suis senti complètement investi avec mes services aussi. Hein, oui, j'imagine avec bien. Les services de la Chambre de métier et les quelques élus autour de moi aussi. Hein, on s'est senti complètement investi. Dans un premier temps, pour être en soutien des artisans et des inquiétudes de ces artisans. Le soutien, c'était quoi ? C'était de l'écoute au départ ? Puis après, la mise en place d'outils ? C'était de l'écoute, c'était de la réponse à leurs questions qui arrivaient spontanément, hein, où il fallait apporter des réponses, alors pas toujours dans l'heure, hein, puisque nous-mêmes, on ne connaissait pas les réponses qu'on pouvait leur apporter. Je crois que le soutien a été quand même très grand, et puis moi... politique mise à part, je pense que le gouvernement a fait les choses comme il le fallait, en nous apportant des réponses aux entreprises, en apportant des réponses suffisamment rapides pour ne pas les mettre dans une anxiété qui aurait rajouté au reste des problèmes. Mais on dit que les vraies échéances et les vraies difficultés, notamment pour l'artisanat, elles arrivent maintenant. Tu es d'accord avec ça ? Oui, ça arrive maintenant. Alors les difficultés ont été... Parce qu'on a repoussé tout un tas d'échéances, tout un tas de dettes, tout à fait. De alors paiement, pour celles, je veux dire pour celles qui ont dû fermer, bien sûr que les difficultés étaient tout de suite, puisque fermeture, pas de chiffre d'affaires et pas de revenus pour les foyers, hein, puisque quand on a un couple qui travaille dans une entreprise artisanale à qui on demande de fermer, il n'y a plus de revenus mensuels, hein, donc c'était une réelle inquiétude. Oui. Et puis l'anxiété, en particulier pour le bâtiment, de la mise en œuvre des travaux sur les chantiers. Parce qu'il faut savoir aussi que les artisans, s'ils avaient des carnets de commandes et puis qu'on ne les a pas obligés à s'arrêter, les clients ne voulaient pas les accepter dans un premier temps. Donc ils ne pouvaient pas réaliser les travaux chez les clients. Très, très compliqué. On va écouter le premier extrait, oui. Si tu veux bien, que j'ai choisi. On va parler de la santé. Alors je vais t'aider. Hop. On va parler de la santé. Ça te tient à cœur. Et cette circonstance, écoute. Il y a une grande richesse dans la vie, c'est la santé. Ouais. Hein, et quand on a la santé, parce que malheureusement... Je pense que tu as raison, et on ne le dit pas assez. Oui, on côtoie des gens qui ont eu des soucis de santé, des soucis d'accident. Et là, il y a une grande richesse d'avoir la santé. Et quand on a la santé, on peut tout faire. D'accord. Même s'il faut se préserver humainement et garder des temps à soi et garder des temps pour sa famille. Ben c'est ça. Alors donc là, c'est le chapeau introductif. Et les temps à toi, tu fais quoi ? Tu chasses, tu m'as dit. Oui, j'ai une petite passion pour la chasse, hein, mais qui, je ne suis pas un grand excessif dans la chasse. Et puis j'ai une deuxième passion, parce que maintenant je ne peux plus faire de foot, hein, on a des âges. Je suis licencié en pétanque. Alors,
Chasse pétanque pour l'anecdote, c'est mort. Tu peux recommencer là, ça y est. Oui, oui. Ou tu as pu commencer dans le jardin, mais pas dans du jardin. La pétanque, ça va reprendre, je pense, mais c'est pas des choses indispensables. Ouais. Et quand tu parles de santé, c'est primordial. C'est de circonstance. Nous, on a vécu au sein des chambres de métiers un drame. Ouais. Nous avons perdu, suite au Covid-19, notre président national des chambres de métiers, qui était un coiffeur de l'Est, que je côtoyais moi très régulièrement, et qui était quelqu'un très proche des présidents, mais très proche de l'artisanat et des artisans, et qui avait une hygiène de vie parfaite, qui était en bonne santé, et qui malgré tout est décédé du Covid-19. Donc nous avons vécu, nous, dans les chambres de métiers, de près les drames de cette pandémie. Et comment toi tu l'as vécu plus personnellement du coup ? Personnellement, on l'a bien vécu. On a respecté le confinement avec mon épouse. On a beaucoup travaillé de chez soi en télétravail, de chez nous en télétravail. On l'a pas mal vécu, si ce n'est qu'on a été séparés de nos enfants, de nos petits-enfants pendant une période. Le déjeuner dominical en famille ou avec les amis. Oui, ou la petite soirée apéritif avec des potes. Soirée apéritive, il a fallu faire attention. On écoute le deuxième extrait. Tu évoquais dans l'émission l'apprentissage et une tendance de fond. Bien sûr, une majorité d'apprentis sont des jeunes qui sortent de collège et puis qui souhaitent rentrer dans la vie active. Mais aussi, on a des post-bac, des bacs et des post-bac qui rejoignent les rangs de l'apprentissage pour accéder à des métiers manuels de l'artisanat. Ah oui, ça c'est une tendance de fond. Oui. En fait, les gens commencent des études supérieures. Finalement, c'est une dérive de tout le monde au bac. Voilà. C'est qu'à force de voir tout le monde au bac, au bout d'un moment, on rentre dans les études professionnelles et on se dit c'est pas fait pour moi et on récupère un autre cursus. Et je dirais qu'on va même au-delà aujourd'hui. On trouve beaucoup de personnes de trentenaires qui sont sur de la reconversion vers nos métiers manuels. Daniel, est-ce que ça ne va pas s'accélérer tout ça, ces reconversions, cette volonté de faire des circuits courts? Est-ce que les gens pendant 2 mois ne vont pas finalement changer, la société ne va pas évoluer? Alors sans doute que le après ne sera pas le avant. Sur l'apprentissage, moi j'ai été l'un des premiers, je pense, à alerter le préfet de la Vendée au tout début du confinement sur mon inquiétude quant à la rentrée sur l'apprentissage, puisque ce confinement a eu lieu dans une période où les collégiens recherchent un maître d'apprentissage, ils n'avaient plus accès aux entreprises, ils ne pouvaient plus aller chercher un contrat d'apprentissage. Nous-mêmes, les réseaux chambres de métiers, nous n'avions plus de relais avec les collèges, qui sont quand même le vivier, les collégiens sont le vivier de l'apprentissage, quand même sortis de 3e, et nous n'avons plus ce contact avec les collégiens, ce qui nous inquiète réellement pour la rentrée de septembre. On estime à 20 à 30% la baisse d'apprentis à la rentrée prochaine. Baisse d'apprentis, baisse des embauches, oui, les difficultés sont devant. Les difficultés sont devant, ce n'est pas la priorité des entreprises aujourd'hui. La priorité, c'est la relance de leur activité. Oui. La recherche d'apprentis n'est pas une priorité. Donc, difficulté d'avoir des ouvriers qualifiés à moyen terme, puisque c'est par l'apprentissage qu'on obtient des ouvriers qualifiés demain. Difficulté de gestion de nos centres de formation. Parce que quand vous avez un effectif qui baisse d'un seul coup comme ça de 20-30%, il y a derrière des enseignants, il y a des cadres administratifs. Tout ça, il faudra le gérer. Ça sera demain, ça va être un souci. On écoute le 3e extrait où on parle de la boulangerie, de la boucherie, de ces beaux métiers de main. La différence entre les métiers de la viande, par exemple, comme tu cites, et les métiers de la boulangerie et de la farine, c'est qu'on voit, nous, dans nos métiers, les clients au quotidien. Ouais. Tandis qu'on ne va pas chez son boucher tous les jours, on y va 2 fois la semaine ou une fois. Et l'arrivée des grandes surfaces a pénalisé plus les métiers de la viande que les métiers de la farine. Bien sûr. Daniel, les boulangers ont été exemplaires pendant la période. Enfin, c'est mon sentiment, je te le donne comme il vient, parce qu'ils sont restés ouverts, ils se sont adaptés. Les boulangers, les éboueurs, quelques professions comme ça, ont continué mordicus à travailler. Alors, je vais pas focaliser sur la boulangerie, parce que c'est tous les métiers de l'artisanat alimentaire qui ont été exemplaires. La boucherie, la boulangerie, les charcutiers un petit peu moins. Eux, ils travaillent beaucoup en traiteur, et là, ça a été une réelle difficulté. Donc, la situation est complètement... je dirais disparate entre ces artisans-là, puisque certains ont bien travaillé, ont continué à très bien travailler, voire même pendant cette période développer un peu leur chiffre d'affaires. Par contre, d'autres ont souffert, ceux qui avaient du commerce de proximité en sandwich, traiteur, des choses comme ça, et qui avaient une clientèle de travailleurs sur les villes, par exemple. Eux, ils ont souffert sur cette partie-là.
en règle générale, quand même, dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie, il y a quelque chose qui est tombé, pas à zéro, mais presque, c'est la pâtisserie, puisque la pâtisserie, c'est un achat de convivialité, de partage. Et de partage avec des amis. Il nous reste juste une toute petite seconde, très vite une réponse. Je sais que tu es aussi propriétaire de camping. Là, la situation est très compliquée. Un peu d'espérance ou pas? Alors, espérance, oui. Il se trouve qu'aujourd'hui, on ouvre les campings aux résidentiels, aux propriétaires de résidences mobile-home. Donc, on espère que le déconfinement va bien se passer pour continuer à ouvrir à la location très prochainement, et les restaurants et les services dans les campings. Merci. Daniel Lédin, le président de la Chambre des métiers, qui nous fait l'amitié de venir échanger avec nous. Tout de suite, c'est Frédéric Rabault, le directeur de l'UDAF. Bonjour Frédéric. Bonjour Hervé. On ne va pas se cacher, Frédéric, on s'est beaucoup vu pendant le confinement. C'est vrai. Puisque grâce à ton entre-gens et à nos bonnes idées, on a monté Conseil de famille ensemble. Beau projet. Frédéric, comment toi tu as vécu cette période-là? Je sais que tu t'es pas arrêté en fait. Si, en plus tu t'es arrêté un petit peu. Mais grosso modo, tu as quand même été bien actif. Le confinement, effectivement, on l'a vécu d'une manière diverse au sein de l'UDAF. L'UDAF ne s'est pas arrêté pendant le temps du confinement. Oui. On a une mission de service public, de service aux familles. Et il était, au-delà des aspects réglementaires, nécessaire pour l'UDAF d'être présent pour les familles. Oui, bien sûr. Comment s'est réorganisée la structure? Est-ce qu'il y a eu plusieurs périodes? Alors oui, bien sûr, il y a une première période, les tout premiers jours, où on a confiné un maximum de personnes et où on a gardé un minimum de professionnels, en particulier pour le service de protection. Et puis peu à peu, les autres professionnels, notamment de l'action familiale, ont pu réintégrer leur poste de travail. D'accord. Dans de bonnes conditions? Je veux dire, ça se fait assez humainement, naturellement? On gère de l'irrationnel, on gère des peurs. Oui, on gère des peurs. Forcément, c'est du cas par cas. Effectivement, on gère des peurs et il a fallu prendre en compte ces peurs. Mais d'une manière générale, nous avons la chance à l'UDAF d'avoir d'excellents professionnels et qui ont réussi à dépasser leurs peurs pour toujours se mettre au service des familles. Oui. On va regarder le premier extrait que j'ai retenu et puis on va continuer à parler de la gestion de personnel. Bon, il faut être un peu diplomate pour gérer du personnel aujourd'hui. Voilà, les gens d'une manière générale ont une certaine sensibilité, voire une certaine susceptibilité. Il faut leur parler avec un peu de délicatesse. Ouais. Voilà. Ça, c'est un constat. Et quelle est l'analyse qui va derrière? C'est un constat, mais c'est aussi, je crois, aussi une volonté, une démarche, c'est-à-dire essayer de prendre soin des gens au quotidien, essayer d'être attentif, tout en disant la vérité. D'accord. Tout en disant la vérité, ne pas mentir. Un vrai challenge. Ce que tu m'as évoqué dans cette émission qu'on a fait il y a quelques semaines, ça a été expérimenté vraiment là. Hein. Oui. Ah oui. Des difficultés? Je pense que dire la vérité aux gens, c'est-à-dire leur communiquer les consignes de l'État, les consignes des services de l'État quant au confinement, quant à la difficulté à pouvoir reprendre et être dans une continuité de travail. Ça, c'était quelque chose d'important et c'était aussi un repère attendu pour l'ensemble des professionnels. Face à tout cela, est-ce que tu as vu au sein des services de l'UDAF et dans le rapport au grand public de nouveaux besoins arriver ou alors des domaines d'expertise que tu sens qu'ils sont à privilégier aujourd'hui à l'UDAF? Il y a... c'est relativement compliqué, délicat de répondre à cette question dans le sens où en l'espace de 3-4 semaines, considérer qu'il y a de la place pour développer un nouveau service, une nouvelle pratique, ce serait sans doute un peu prétentieux. Après, ce que l'on a observé, c'est un niveau de stress, un niveau d'angoisse qui a pu monter chez beaucoup de personnes. Et ça s'est caractérisé par une sollicitation extrêmement importante et croissante du point info famille.
Oui. On va justement écouter le deuxième extrait qui a trait à l'évolution de la famille. Les familles, comme on se le disait tout à l'heure, évoluent dans leur physionomie et elles font face à des difficultés nombreuses. Et donc il est important de proposer face à cette diversité de difficultés des points pour les écouter, des points qui seront aussi des sas qui permettent un temps de recul, faire un pas de côté pour réfléchir. Ça, c'est j'ai envie de dire, c'est le projet que tu portes à l'UDAF, on en a parlé dans l'émission. Tu es extrêmement sensible à ce développement. Le confinement et la période prouvent que tu as raison. Merci. Aujourd'hui, les familles ont vraiment un besoin d'écoute, d'échanger, de se retrouver en société ? Oui. Oui. La difficulté du confinement, il y en a de nombreuses, mais en particulier, c'est la rupture du lien social. Et cette rupture du lien social accroît les tensions, exacerbe sans doute un peu les peurs, les stress. Donc oui, il faut être vigilant sur ces points-là. Oui. Est-ce que tu as appris des choses pendant ce confinement ? Est-ce qu'il y a des choses... La capacité de rebond. La capacité de rebond des gens, oui. Leur imagination, leur capacité au dépassement. Est-ce que tu as appris des choses sur toi ? Cette question est vraiment très personnelle, Hervé. Je sais bien. Tu m'as déjà fait ce coup-là dans l'autre émission, mais c'est vrai. Je vais te demander de creuser un peu cette fois-ci. Je pensais qu'une pirouette aurait suffi. Non, mais pas cette fois-ci. Est-ce que cette période a appris quelque chose sur moi ? Écoute, moi, ça confirme le fait que j'aime être dans l'action. Ouais. J'aime être dans l'action indépendamment du niveau des difficultés. J'ai pas peur de la difficulté, je crois. On va écouter le troisième extrait où il est question d'économie sociale et solidaire. Ta vocation en quelque sorte, on écoute. Toute ma carrière professionnelle pour l'essentiel, je l'ai consacrée à l'économie sociale et solidaire. Donc la surprise. Et voilà. C'est pas le cas de l'IREO. Bien sûr que si, nous sommes sur une entreprise associative de l'économie sociale. D'accord. Et le mot solidaire, c'est l'UDAF ? Le mot solidaire, c'est l'UDAF, mais c'est aussi le réseau des MFR, je crois. D'accord, très bien. On est pour le réseau des MFR également dans l'éducation populaire. On peut parler de vocation ? Vocation, le goût des autres. La sortie de confinement, le confinement aujourd'hui, alors on est encore dans le traitement de post, en espérant que ça aille de mieux en mieux post-confinement, etc. Mais de nouvelles mentalités vont voir le jour, de nouvelles méthodes, de nouvelles formules. L'économie sociale et solidaire devrait prendre plus de place, non ? Qu'en penses-tu ? Ça n'a rien de nouveau. L'économie sociale et solidaire n'a rien de nouveau. Je crois qu'on est sur un territoire avec son réseau, territoire vendéen, avec son réseau associatif qui a bien souvent privilégié le fait de mettre l'homme au cœur de ses préoccupations. C'est l'objet de l'économie sociale et solidaire. Cette période de confinement puis de déconfinement, cette crise qui nous arrive doit nous permettre également, dans le contexte d'aujourd'hui, de nous reposer la question de notre place à nous, citoyens. Alors là, c'est la question. As-tu un élément de réponse pour terminer ? Oui, prendre soin des gens. Prendre soin des gens, vraiment. Prendre soin des autres. Et puis après, être aussi dans une réalité de travail. Voilà. Savoir pourquoi on se lève le matin. Merci beaucoup Frédéric d'être venu échanger avec nous. Frédéric Rabaud, donc le directeur de l'UDAF. Vous savez qu'il y a un point info famille, il y a des numéros de téléphone, etc. etc. Si vous avez besoin de conseils ou de prendre du recul, de faire un pas de côté, comme l'a dit dans la première émission de Sans détour que nous avons fait Frédéric Rabaud, allez les voir, je pense que ça vous fera du bien. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Sans détour en plein air.